Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau puisqu'on s'attaque à LVMH, on va faire l'analyse de LVMH et puis aussi ça va lancer le début d'une série de plusieurs vidéos où on va faire en fait l'analyse de toutes les entreprises du luxe qui sont pour moi les plus intéressantes et j'ai déjà prévu de faire donc LVMH, de faire Hermès, de faire Moncler, de faire Kering sûrement aussi et je voulais absolument faire Ferrari puisque je trouvais ça très très instructif de faire Ferrari qui à première vue on pourrait se dire c'est de l'automobile, c'est pas vraiment comme LVMH ou Hermès mais en réalité vous allez voir c'est assez similaire sur beaucoup de points. Bref, aujourd'hui, on va faire l'analyse de LVMH. Ce sera une analyse en deux parties. Cette première vidéo, on va parler de business model, on va parler d'analyse quantitative et on va parler aussi de la valorisation d'LVMH. Mais on ne s'occupera pas de deux choses qui sont l'analyse fondamentale, donc ça qu'on fera dans une deuxième vidéo où on parlera d'allocation du capital et d'avantages concurrentiels et du management aussi. Et aussi, on ne parlera pas des problèmes que subit aujourd'hui LVMH. En tout cas, je ne vais pas les décortiquer dans cette vidéo. Ça, ce sera pour la deuxième vidéo. Donc, abonnez-vous si vous voulez avoir la partie 2. Pour cette série de vidéos, en fait, au fur et à mesure qu'on fera les analyses de toutes ces entreprises-là, donc LVMH, Hermès, Moncler, Kering et Ferrari, je ne sais pas si je les ferai dans ce ordre-là, mais bref, on va remplir en fait un tableau, un Google Sheet que je vous mettrai à disposition. Alors vous ne pourrez pas y toucher, mais vous pourrez le consulter. Et on va en gros rentrer toutes les notations que moi je vais mettre à ces entreprises et aussi toutes les données, à la fois les données chiffrées, donc comme la croissance, les marges, les retours sur capitaux, la valorisation, même si bon ça peut changer, et aussi toutes les informations nécessaires pour une analyse fondamentale, notamment grâce à Morningstar. Ça vous permet aussi de voir ma manière donc d'analyser des actions, puisque ça en fait c'est la manière dont est organisée ma watchlist d'entreprise. J'ai toujours ces mêmes critères, donc la croissance, les marges, les retours sur capitaux, la valorisation et les notations Morningstar. Donc voilà, on va faire ça et ça va être super puisque ça va nous plonger vraiment là pour un travail assez long. Bon alors déjà, petit regard rapide sur le cours de LVMH qui on voit depuis avril 2023, ça va pas top hein, puisqu'on est passé de 850 à aujourd'hui 480 et d'un ratio de valorisation à son maximum de 37,7 à aujourd'hui 17,07. Alors comme toujours, on va commencer par l'analyse du business model et pour ça, on va se pencher sur l'analyse qu'en fait ChatGPT puisque je donne toujours une checklist à ChatGPT. Donc d'abord, quels sont les produits? Bon là, il y a 5 classes de produits différents, j'y reviendrai, mais en fait, LVMH, c'est évidemment des produits ultra premium qui sont seulement physiques avec une forte marge brute, autour de 60-70%, donc c'est très élevé. Le modèle économique, c'est évidemment de la vente directe aux consommateurs, puisque LVMH assure elle-même la vente de ses produits, elle ne vend pas à des grossistes, puisque même elle a comme, entre guillemets, comme grossiste, comme revendeur, Sephora, donc elle assure vraiment toute la chaîne de production, et ça, c'est plutôt un point positif pour une entreprise de cette taille-là. Les clients, bon évidemment c'est plutôt des gens aisés, hein, c'est compliqué d'acheter du Louis Vuitton quand on est au SMIC. En termes de diversification géographique, j'y reviens après, mais on va voir que c'est très intéressant. Le mode de facturation, évidemment, on n'est que sur du ponctuel, hein, c'est de la vente de commerçants à clients finalement. Positionnement prix, bon bah là on est sur du ultra premium voire luxe, super luxe. Alors peut-être que je ne suis pas un expert de la mode, mais il me semble que Hermès International c'est une entreprise légèrement plus luxueuse, même si dans ces niveaux-là ça se compte plutôt en milliers d'euros. Mais bref, Louis Vuitton est peut-être légèrement moins luxueux que Hermès. Peut-être pas, hein. Mais il me semble qu'en tout cas, vu la diversité de la gamme de LVMH, c'est forcément un peu moins luxueux, un peu moins rare qu'une entreprise comme Hermès. Maintenant, on reste quand même sur du très très luxe et le prix des produits LVMH sont quand même assez élevés. La production, elle est internalisée, hein, c'est-à-dire que c'est LVMH qui assure la production, donc ça c'est intéressant de le savoir parce qu'ils ne dépendent pas forcément de quelqu'un d'autre. Et aussi la distribution, elle est 100% maîtrisée par la boîte elle-même puisqu'elle gère à peu près tous les points de vente, donc ça c'est intéressant. Qu'est-ce que ça donne pour ma checklist raccourcie, on va dire? Donc les produits vendus, ce sont des biens de luxe, donc ça c'est très bien, biens de luxe, de manière générale, quand il y a un mot luxe, on va être sur des bons produits. Les clients, c'est du B2C, plutôt clientèle riche, donc là, il n'y a pas d'intermédiaire, hein, c'est directement LVMH qui vend aux clients. Les produits, ils sont à vocation de consommation discrétionnaire, même si en réalité le luxe, c'est pas tant discrétionnaire que ça, puisque même lorsqu'il y a une crise économique ou etc.,
les clients plutôt aisés sont pas forcément impactés par ça. Néanmoins, bon, ça reste des produits qui sont pas essentiels, donc c'est pas du non discrétionnaire. Le mode de facturation, on est sur de la vente ponctuelle en direct, et le positionnement prix, ça c'est un gros avantage pour LVMH, mais pour toutes les entreprises du luxe évidemment, c'est qu'on est sur des produits luxueux et donc des produits à haute marge. Bref, pour tout ça, ça nous donne une très bonne note du business model pour moi avec un 9 sur 10. C'est assez compliqué de faire plus, et donc je voulais revenir sur toute cette diversification, à la fois diversification géographique et à la fois diversification des produits. En termes de diversification géographique, en gros, il y a à peu près 4 segments qu'on peut compter comme ça, avec la France et l'Europe 25%, les USA 25%, la Chine 25%, 28%, et le reste, donc un peu au Japon et un peu par exemple en Amérique latine, où on est aussi à 25%. Donc on est sur un groupe totalement internationalisé et très diversifié d'un point de vue géographique. La diversification des produits est elle aussi importante, puisqu'on a la moitié sur mode et maroquinerie, donc là, bon, ça va être des vêtements principalement. Ensuite, parfums et cosmétiques 10%, montres et bijoux 12%, vins et spiritueux 7%, et distribution sélective, donc les magasins Sephora, 23%. On voit qu'il y a des segments quand même qui ne sont pas très importants comme vins et spiritueux, alors que c'était un peu la base à l'époque, à la création des LVMH, c'était une part très importante. Là, ça a beaucoup diminué parce qu'on va voir que c'est un secteur qui a un peu plus de mal. Mais ce qu'on peut en dire, c'est qu'avec une diversification telle, on est presque sur un ETF luxe. Quand, si vous avez envie sur votre PEA de mettre un ETF luxe, vous embêtez pas, prenez l'action LVMH, ça fera à peu près pareil, puisque je crois que c'est à peu près plus de 80 marques. LVMH, c'est vraiment un groupe, un conglomérat du luxe, et c'est assez impressionnant. Je me permets de vous interrompre quelques instants pour vous dire que si mon travail vous plaît et si vous avez envie de voir la partie 2 de cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre un like et vous abonner, ça m'aide énormément. Allez hop, on retourne à la vidéo. Bon, alors comme on a fait cette analyse du business model, on va aller sur l'analyse quantitative. Donc on va regarder 3 choses, la rentabilité, la croissance et l'endettement vite fait. En termes de rentabilité, ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce que la marge brute, elle est stable et est-ce qu'elle est plutôt élevée. Donc là, 67%, c'est très élevé et elle est stable, donc ça c'est très bien. La marge free cash flow, j'aimerais bien qu'elle soit au-dessus de 20%, c'est pas le cas, on est à 16%. La moyenne sur 10 ans est de 14%, donc petite augmentation. Si on prend la marge opérationnelle, par contre, on est à plus de 20%, à 23%. Et la moyenne 10 ans, c'est 22%. Donc là, bon, c'est correct. J'aime bien quand ça dépasse 25%, mais on va dire que c'est correct. Au niveau du ROCE, pareil, je préférais qu'il soit au-dessus de 20%. Là, on est à 17%, moyenne sur 10 ans de 17%. Donc, pourquoi pas. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que le ROCE a tendance à augmenter en fait ces dernières années, mais il y a eu une baisse en gros en 2024. C'est-à-dire que si on prend sur les 10 dernières années, voilà, il était plus faible en 2015, il a eu tendance à augmenter, mais jusqu'à 22% en 2023, donc là c'est très bien. Mais par contre, à partir de 2024, ça s'est un peu cassé la gueule, donc c'est ça qui va être intéressant à regarder. Côté croissance, si on prend sur les 10 dernières années, on a un chiffre d'affaires qui a augmenté en moyenne annuelle de 10%, pardon. Donc c'est très bien. Alors, gros problème par contre, il y a une baisse du chiffre d'affaires en 2024 de 2%. Et ça c'est pas peu dire pour une entreprise comme LVMH. Alors sur ce graphique, on ne le voit pas tant que ça, mais si on le met en annuel, on le voit bien, on a bien une baisse. Et une baisse du chiffre d'affaires, c'est toujours mauvais. Honnêtement, qu'il y ait une baisse du bénéfice sur un an, bon, ça peut être compréhensible. Une baisse du chiffre d'affaires, vraiment, c'est pas bon signe. Et on voit que c'est jamais arrivé sur les dernières années, à part au moment du Covid. Mais là, c'est excusable. Dans le cas de ce 2024, c'est un peu moins excusable, notamment à côté d'entreprises comme Hermès qui n'ont pas eu de baisse de leur chiffre d'affaires. Si on prend par contre la croissance des bénéfices, on est à 10% annuel. Pour le free cash flow, c'est un free cash flow qui est assez irrégulier. Côté operating profit, on est à 11% annuel, un peu moins irrégulier. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc sur l'operating income, on voit qu'on est très très proche du chiffre d'affaires finalement. Et sur le free cash flow, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne en annuel, donc là on voit que c'est compliqué de dresser une dynamique, même si sur le long terme ça a plutôt tendance à augmenter, mais il y a eu des pics, notamment post-Covid. Si on met en trimestriel, ouais, on voit que c'est plutôt, en fait, si on prend sur le long terme et si on oublie les perturbations à cause du Covid et de la reprise post-Covid, ce qu'on voit, c'est quand même on a une bonne augmentation et puis c'est très bon. Sur 10 ans, on est quand même à 17% d'augmentation, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est quand même
un peu irrégulier, donc il faudrait voir ça au niveau de la marge. Et en fait, ce qu'on voit au niveau de la marge, c'est que la marge free cash flow de LVMH, elle est tout à fait correcte, même si c'est pas incroyable, mais de manière générale, en fait, elle a eu tendance à augmenter, puisqu'on était à 10% en 2025 et aujourd'hui on est plutôt à 16%. Donc il y a une augmentation sur le long terme, c'est très positif. Petit tour aussi par l'endettement. Bon, la dette totale de LVMH, c'est assez important parce que c'est 35 milliards, mais bon, on est sur un grand groupe évidemment. LVMH a 13,6 milliards de cash, ce qui fait une dette nette de 16,4 milliards. Et en 2024, LVMH a déclaré un EBITDA de 33,7 milliards et un free cash flow de 13,4 milliards, ce qui fait des ratios dette nette sur EBITDA 0,5 et dette nette sur free cash flow 1,2. C'est totalement ok, il n'y a pas de risque d'insolvabilité ou de risque de quoi que ce soit d'ailleurs avec ces niveaux d'endettement. Bref, si on fait le résumé de tout ça sur cette note quantitative, moi je lui mettrais bien un 6 sur 10, ce qui est une note pas terrible selon moi. Enfin, bon, disons qu'à partir de 7 sur 10, c'est correct. 6 sur 10, c'est un peu dommage. Ce que j'en retiens, c'est qu'on a une rentabilité qui est correcte et qui est plutôt stable. Même si l'année 2024 a plutôt été une mauvaise année, outre cette année-là, on est sur une rentabilité qui est plutôt stable. La croissance moyenne, elle est correcte. Autour de 10%, c'est correct. Même s'il y avait une baisse, même s'il y a eu une baisse du chiffre d'affaires en 2024 qui est inquiétante, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra creuser dans l'analyse fondamentale, c'est-à-dire dans la deuxième vidéo. Pour autant, c'est pas un red flag, et donc on va continuer, on va aller à l'analyse de la valorisation pour voir si LVMH est à une valorisation plutôt intéressante. Donc la valorisation, alors si je vous remontre un peu le graphique, on voit qu'on est quand même sur une valorisation qui historiquement est très faible. On a rarement atteint des niveaux de free cash flow comme ça, même si on les a déjà atteints. Donc on n'est pas non plus sur une valorisation historiquement basse, on est sur quelque chose qui a déjà eu lieu. Ce que ça donne par contre par rapport aux moyennes, j'ai pris toujours 3 indicateurs, le free cash flow, l'EBITDA, le bénéfice brut. Sur le free cash flow, on est aujourd'hui à peu près à 20 contre une moyenne de 30, donc on voit qu'il y a une décote. EBITDA et bénéfice brut, c'est à peu près pareil, je vous laisse regarder si vous voulez. Ce qu'on voit, c'est qu'en termes de yield free cash flow, on est à 5% pour LVMH, ce qui n'est pas si énorme que ça. Et en fait, c'est logique puisque 20 de ratio de valorisation, c'est pas énorme. Enfin, c'est pas si peu que ça. Finalement, c'est plus que beaucoup d'autres entreprises qui, selon moi, sont plus qualitatives. Donc, ce que j'en retirerais comme ça, c'est qu'LVMH n'est pas sous-évalué. Même si, par rapport aux moyennes annuelles, bon, évidemment, il y a une sous-évaluation relative, mais bon, c'est un petit peu compliqué à juger ce genre d'entreprise parce que historiquement, je dirais qu'LVMH a tendance à être plutôt surévalué et donc là, on a plutôt une sorte de retour à la normale, mais le marché ne le voit pas forcément comme un retour à la normale, mais plus comme une opportunité qu'il faudrait acheter. Je suis toujours un petit peu plus réservé sur ces cas-là et à mon avis, à ce niveau de valorisation-là, LVMH est intéressante, il y a quelque chose à faire, mais on n'est pas non plus sur une valorisation au ras des pâquerettes, et là c'est l'affaire du siècle. Donc j'ai quand même fait les 3 choses que je fais toujours, c'est-à-dire d'abord un reverse DCF que je fais sur cet outil, et donc sur cet outil on va remplir plusieurs données comme le free cash flow, nombre d'actions, blablabla, et l'idée c'est d'avoir une performance annuelle sur 10 ans de 13%. Et donc il faut trouver en gros quel niveau de croissance et quel niveau de valorisation il faut mettre pour avoir le prix de l'action ici. C'est ça le but d'un reverse DCF. Et là, sur ce quoi on tombe, c'est que pour avoir une performance de 13% annuelle sur 10 ans, il faut que le ratio de valorisation, sans qu'il ne bouge, c'est-à-dire qu'actuellement il est autour de 20, et je l'ai mis à 19, donc une légère baisse. Mais on peut le mettre à 20 d'ailleurs, ça peut être intéressant pour regarder. Voilà, on est à 493, donc on va dire entre les deux à 19,5. Et il faudrait une croissance du free cash flow de 6,5% par an, ce qui n'est pas une hypothèse forcément indécente, mais ce qui n'est pas une hypothèse non plus si basse que ça. Même si sur les 10 dernières années, on était plus sur une croissance de 10% par an, 6,5%, ce serait déjà pas si mal pour LVMH, qui est déjà un gros groupe. Donc ce reverse DCF, il nous dit que la valorisation, elle est au quai-tiers, j'ai envie de dire. Et donc on va faire un DCF, donc cette fois on inverse, on fait nos vraies estimations. Moi sur 10 ans, en tenant compte de ces valeurs-là de valorisation, j'ai mis mon estimation à 22 de free cash flow. Je considère que c'est assez conservateur et c'est le but de ce DCF. Et la croissance, honnêtement, pour un DCF conservateur, 6,5%, c'est déjà pas mal. Et donc j'ai mis ça, et le prix juste sur lequel on tombe, c'est 523 €, soit 8% au-dessus du prix actuel. Et donc, il n'y a pas vraiment de sous-valorisation. 8%, c'est une marge de sécurité correcte. C'est pas non plus une sous-valorisation. Et donc, il n'y a
n'y a pas sous-valorisation énorme à ce niveau-là. Si on se tourne cette fois sur la notation Morningstar, Morningstar mine fair value à 620 € et donc considère LVMH comme sous-valorisé, et Morningstar prévoit 6 à 5% de croissance du chiffre d'affaires pour LVMH sur les prochaines années, avec une amélioration des marges. Alors quand on dit amélioration des marges, c'est pas non plus les marges qui font x2, mais amélioration des marges de 1 ou 2 points en gros, et donc on pourrait aller tâter du 7 à 8% de croissance selon les hypothèses de Morningstar. C'est possible, c'est pas conservateur selon moi, mais c'est possible, et donc 620 €, c'est une valorisation qui, connaissant Morningstar en tout cas, hein, et les valorisations qu'ils font et qui sont souvent légèrement optimistes selon moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal situé pour LVMH, c'est-à-dire ni sous-valorisé ni survalorisé, on est sur quelque chose d'assez justement valorisé. Donc en termes de valorisation, je dirais que LVMH est aujourd'hui à un prix assez intéressant, et donc l'analyse quantitative, eh bien, elle est de 6 sur 10, ce qui est pas si terrible que ça. Voilà, donc j'ai rempli notre tableau avec les informations qu'on a mis ici, donc avec une note business model de 9 sur 10, quantitative de 6 sur 10, fondamentale, on verra ça dans la partie 2, et une valorisation à 480 € qui est selon moi justement valorisée, donc pas de sous-valorisation apparente à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour la partie 2 dans quelques jours, et en attendant, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.